Salut les bloodeuses et les blooders, c'est Marcelf. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur un point qu'on entend souvent quand on discute du jeu avec d'autres joueurs, c'est le prix des cartes de Flesh and Blood et plus globalement l'accessibilité du jeu. L'accessibilité, c'est un thème que je trouve important dans tout jeu, parce que je pense qu'un bon jeu, c'est un jeu qui doit mettre le moins de barrières possible entre lui et ses joueurs. Et donc je voulais discuter de ce thème-là avec vous dans cette vidéo. Donc première chose, Flesh and Blood, c'est un jeu qui fonctionne sur le modèle des TCG. Donc TCG, ça veut dire Trading Card Games, qu'on traduit en français en général par jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire qu'il y a un aspect rareté des cartes. Les cartes sont censées garder de la valeur à cause ou grâce à leur rareté, puisqu'on ouvre des boosters aléatoires avec des cartes plus ou moins qu'on ouvre à faible, voire à très faible fréquence dans ces boosters. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi l'éditeur Legend Story Studios a choisi ce modèle des TCG pour faire son jeu Flesh and Blood? Pourquoi ne pas avoir choisi le modèle des LCG? Donc les LCG, c'est les Living Card Games en anglais, qu'on traduit par jeux de cartes évolutifs en français. Et donc dans ces jeux-là, qui sont des jeux qui sont apparus un peu plus récemment que les anciens TCG, dans les LCG, vous avez des boîtes de cartes qui sont pas aléatoires, où les cartes sont fixes. Et donc le jeu, donc les cartes n'ont pas de valeur en tant que telle, puisque elles sont facilement disponibles, et donc le jeu est bien plus accessible financièrement pour les joueurs. Donc pourquoi LSS a fait le choix de ce modèle économique là? Donc LSS nous apporte déjà une réponse sur son site. Sur le site, quand on va farfouiller dans les articles sur le site de l'éditeur, on voit déjà que donc les développeurs nous disent ils voulaient que Flesh and Blood soit un jeu physique, ils voulaient pas faire un jeu digital, et ils voulaient apporter un aspect collection à leur jeu, puisque l'idée du jeu de se retrouver en Flesh and Blood, c'était aussi pour créer une communauté, faire se rassembler les joueurs. Le côté collection, ça faisait aussi une vitrine qui allait bien avec le côté physique du jeu. Cet aspect collection, moi je suis pas là pour porter un jugement de valeur dessus. Après tout, c'est le modèle que LSS a choisi pour son jeu. Sinon, ils auraient sans doute fait un jeu digital. Et donc, moi je suis pas là pour remettre en cause ce choix-là, je suis pas là pour dire si le modèle est bien ou mal. Comme tout modèle, il a des avantages et des inconvénients. Par contre, ce qu'on peut constater de manière objective, c'est que pour des jeux en opposition, comme est Flesh and Blood à l'heure actuelle, le modèle des TCG a déjà bien fonctionné par le passé. Ça a bien fonctionné pour les 3 gros TCG qui existent, qui sont Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ce sont des jeux qui marchent très bien, et le modèle économique derrière ces jeux a permis aux joueurs et aux collectionneurs à satisfaire les joueurs et les collectionneurs, puisque les cartes ont gardé ou ont gagné de la valeur avec le temps. Et donc d'un côté on a ces TCG, donc jeux en opposition, qui ont bien fonctionné puis qui fonctionnent toujours bien, et de l'autre on a tous les LCG compétitifs qui sont quasiment des jeux qui sont morts ou qui sont des jeux quasiment morts. Donc le modèle des LCG compétitifs n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Donc peut-être que LSS s'est dit on va pas faire un LCG compétitif parce qu'on va échouer comme les autres. Et alors par contre, juste petite parenthèse sur les LCG, pour les jeux coopératifs, on remarque quand même que les LCG se portent plutôt bien, puisqu'on a des jeux comme Horror à Arkham,
ou Marvel Champions qui se portent très bien. Donc en LCG, hein, c'est-à-dire sans aspect cartes qui ont de la valeur individuellement sur le marché secondaire, les jeux coopératifs marchent plutôt bien. Pour les jeux compétitifs, en revanche, on arrive quand même à la conclusion que c'est le modèle TCG qui est le seul à avoir fonctionné jusque-là. Alors pourquoi est-ce qu'il faut cet aspect collection quand on est un jeu compétitif? Déjà, on pourrait dire que l'aspect collection, c'est la même chose que le jeu organisé. En fait, c'est des vitrines pour le jeu. Le jeu fait parler de lui avec ses cartes rares et ses cartes chères. Et le jeu fait parler de lui aussi à travers les événements qu'il organise, de l'armorie hebdomadaire dans votre boutique aux championnats du monde qui auront lieu bientôt. Donc ça fait parler du jeu, c'est une vitrine pour le jeu. Un TCG qui marche bien, il essaie de créer, on pourrait dire qu'il essaie de créer une sorte d'écosystème où les cartes ont de la valeur sur le marché secondaire, les compétitions attirent des joueurs pour jouer, pour gagner des lots, hein, mais aussi pour partager des bons moments ensemble autour du jeu, pour créer une communauté. Et donc de mon point de vue, Flesh and Blood a réussi, pour le moment je trouve que Flesh and Blood a plutôt bien réussi à essayer de cocher les cases pour devenir un TCG qui marche, hein, pour devenir un grand TCG. Donc déjà un jeu qui est très bien designé au départ, une communauté que je trouve accueillante et bienveillante, hein, il suffit d'aller sur le Discord de Fab France pour s'en apercevoir, du jeu organisé qui est bien foutu, ça on peut pas leur enlever, leur programme de jeu organisé, il est vraiment, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, et ils se sont appuyés sur le réseau des boutiques de jeux de proximité. Donc ça c'est quand même à mettre à l'actif de LSS. Le jeu organisé, c'est peut-être le TCG à l'heure actuelle qui a le circuit de jeu organisé le plus complet, hein, en allant de l'armorie jusqu'aux événements professionnels qui marchent très très bien. Et puis aussi, en plus, hein, des cartes qui sont aussi des objets de collection, hein, c'est une autre case quand même à cocher si on veut être un TCG qui marche. Il faut des cartes qui sont susceptibles de garder de la valeur dans le temps. Donc ça, on a vu que ça avait bien marché, même peut-être un peu trop marché au tout début du jeu, j'y reviendrai. Et puis en même temps, il faut que le jeu soit accessible. Et c'est ce en même temps en fait qui me paraît important. C'est-à-dire, LSS a essayé de jouer sur deux tableaux. Donc est-ce qu'ils ont réussi leur pari? C'est difficile à dire pour le moment. Mais si on veut parler du prix des cartes, de l'accessibilité du jeu, il faut bien partir de ce point-là. C'est-à-dire que LSS essaye de satisfaire à la fois les collectionneurs avec des cartes qui sont des objets de collection, et donc pour faire plaisir aux collectionneurs, et en même temps il réédite les cartes dans des versions plus accessibles pour satisfaire les joueurs, pour que les joueurs pour que ce soit pas trop financièrement trop compliqué pour rentrer dans le jeu pour les joueurs. C'est difficile à dire s'ils vont réussir ce pari, parce que c'est pas évident de vouloir satisfaire à la fois les collectionneurs et les joueurs. Au début du jeu, les collectionneurs, surtout américains, se sont jetés sur les cartes les plus rares et ont fait exploser leur valeur. D'ailleurs, ça n'a pas fait que du bien au jeu, hein, ça a valu une réputation de bulle spéculative au tout début du jeu. Alors maintenant, au fur et à mesure que les cartes sont rééditées, la valeur des cartes diminue et ça permet au jeu d'être plus accessible, ce qui est très bien. Et donc petit à petit, le jeu perd un peu cette image de spéculation pour redevenir un vrai jeu, ce qu'il a toujours été au départ. Et donc pour illustrer cette baisse de la valeur des cartes, je vais prendre un exemple
Je vais prendre un exemple. Donc à l'heure où je vous parle, si on va sur Card Market, si on prend la tunique, la Fiendal Spring Tunic, qui est une carte très jouée, voilà, c'est l'équipement de torse légendaire générique que beaucoup de decks jouent, pardon. Donc c'est disponible sur Card Market. Donc la version, je parle pas des promos, hein, mais la version Cold Foil, vous voyez qu'il y en a une de disponible à près de 5000 €. Si on prend la réédition en Rainbow Foil, donc dans Welcome to Rat Unlim, il y en a 29 de disponibles, la première à 200 €. Et si on prend la dernière réédition dans History Pack Black Label, il y en a 35 de disponibles à partir de 135 €. Donc vous voyez que au fur et à mesure des rééditions, le prix diminue, et du coup ça devient de moins en moins des objets de collection, ça devient de plus en plus des cartes de jeu. Alors évidemment, vous allez me dire 135 € pour une carte, c'est encore beaucoup trop cher, et vous avez complètement raison si on se place juste du point de vue du jeu. Mais le problème, c'est que voilà, on n'est pas seulement dans un jeu, on est dans un jeu à collectionner, enfin dans un trading card game, et du coup, à la différence d'un objet de consommation classique que vous allez acheter et qui va perdre, au moment où vous l'achetez, il va perdre la moitié de sa valeur, là, l'écosystème du jeu, ça doit permettre à ça devient une sorte d'investissement quand vous achetez une tunique, et par exemple une tunique, et donc l'écosystème du jeu doit permettre que votre investissement ne soit pas complètement perdu. On peut imaginer que si le jeu continue de connaître du succès, et je pense que je pense que le succès va aller en augmentant, on peut penser qu'une carte comme tunique va prendre de la valeur, et en fait c'est déjà un peu le cas, hein, puisque malgré les réimpressions, c'est une carte tellement demandée qu'on voit que la cote finalement elle a du mal à baisser si on compare ça à d'autres légendaires de classe dont la cote a beaucoup plus baissé que celle de la tunique. Et du coup, plutôt que de voir ça comme une contrainte en termes d'accessibilité au jeu, je dirais que la valeur des cartes, ça peut aussi être vu comme une opportunité. Actuellement, les cotes de ces cartes, elles sont à un point vraiment bas. Et alors, LSS s'est engagé, je cite, à porter une attention particulière à l'effet que la réimpression aura sur le marché secondaire des cartes et à la quantité de nouvelles demandes qui existent depuis la dernière impression de la carte. Donc vous voyez que LSS est attentif aussi à la valeur des cartes sur le marché secondaire, et donc ils sont attentifs à la valeur que les cartes vont garder, la valeur que vous allez investir dans les cartes, et bien vous n'allez pas forcément tout perdre, ça pourrait être un bon investissement. Alors évidemment, la tunique, avec la tunique, j'ai pris le pire exemple, hein, vu que c'est une carte, c'est une des cartes les plus chères et les plus puissantes du jeu. Donc vous pouvez très bien faire un deck compétitif pour bien moins cher que le prix d'une tunique. Je vous invite à aller voir les decklists budget, notamment sur la chaîne L'œil d'Ophidia, qui vous propose des decks compétitifs pour moins de la moitié du prix d'une tunique. Et effectivement, dans certaines classes, dans certains formats, il y a des équipements communs, donc qui sont carrément gratuits, qui sont mieux que la tunique. On peut citer par exemple le Barkbone pour les brutes, ou Laser Iron Wave pour les Runeblade. Et donc c'est ça aussi une des forces du jeu, c'est d'avoir réussi à équilibrer la puissance et la rareté des cartes, de façon à ce que ça ne devienne pas le joueur qui a dépensé plus d'argent qui gagne à chaque fois. Il faut savoir que les cartes les plus rares du jeu, les fables, sont très peu jouées, ce sont plutôt des cartes pour les collectionneurs. Et à l'inverse, vous avez des communes qui comptent parmi les cartes les plus puissantes du jeu. On peut citer par exemple les réactions de défense comme Sing Below ou Fate Forcing rouge. Et donc c'est très malin, je trouve, de la part de LSS, de ne pas mettre toute la puissance dans les cartes rares, dans les cartes chères. Ça permet de faire déjà des decks bien costauds, sans forcément avoir toutes les cartes les plus rares et les plus chères.
Alors un dernier mot sur les cartes rares. On est toutes et tous un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on est en même temps joueur et on n'a pas envie, on est des joueurs, mais en même temps on n'a pas envie que de voir la cote de nos cartes qui ont de la valeur s'effondrer sur le marché secondaire. Donc c'est plutôt normal, hein, en fait, qu'il y ait des gens qui râlent sur le fait que les cartes soient trop chères d'un côté et que d'autres qui font attention à ce que la valeur de leur collection s'effondre pas au fur et à mesure des impressions. Mais en tant que joueur qui se lance dans le jeu, il faut faire très attention à ce que vous voulez. Les TCG sont faits pour que les cartes aient de la valeur sur le marché secondaire, et au final, si vous voulez avoir des cartes sans aucune valeur, ben, ce sera peut-être parfait pour vous à titre individuel en tant que joueur, mais ça signifierait tout simplement la mort du jeu, puisque plus personne ne voudrait acheter les produits proposés par l'éditeur si les cartes ne valent plus rien sur le marché secondaire. Alors personnellement, je pense que le jeu va continuer de se développer au fur et à mesure que les gens découvrent sa richesse, ses qualités. Alors les qualités du jeu, hein, mais pas que du jeu, de tout l'écosystème autour, de la communauté, le jeu organisé. Bientôt on va avoir le PvE pour développer tout le volet casu du jeu. Et perso, j'ai beaucoup d'espoir, hein, pour ce nouveau mode de jeu coopératif. Je pense que ça va faire venir pas mal de nouveaux joueurs. Et du coup, je pense qu'il faut arrêter de voir la valeur des cartes comme une barrière. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un signe de la valeur qu'a le jeu et du potentiel, de tout le potentiel qu'a ce jeu. Par contre, pour les joueuses et les joueurs qui souhaiteraient jouer sans forcément passer par la case investissement dans des cartes chères, parce que quand même au final, ce qui est important, ça reste l'accessibilité du jeu, même si on ne veut pas investir dedans. Il y a plusieurs solutions qui existent. Donc vous avez déjà la solution de jouer complètement gratuitement, mais par contre en ligne, au jeu avec la plateforme Talishar.net. Vous avez accès à toutes les cartes du jeu dans une version digitale qui n'est pas officielle, mais qui permet de jouer en ligne complètement gratuitement. Donc ça, c'est déjà une première solution pour jouer sans se ruiner. La deuxième solution pour jouer en physique, c'est de se faire prêter des cartes par les gros joueurs de votre communauté. Ça se fait très bien dans les communautés locales qui se sont mis en place. Vous n'avez pas tel légendaire, et bien vous demandez à un joueur de vous la prêter. Vous n'avez pas de deck, vous demandez à un joueur de vous prêter un deck. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc vous pouvez aussi jouer gratuitement en vous faisant prêter des cartes grâce justement à cette communauté qui est vraiment accueillante et bienveillante. Et alors si vous voulez quand même jouer avec vos propres cartes, vos propres decks, choisissez des classes et des decks, comme je disais tout à l'heure, hein, où il y a des alternatives budget aux cartes chères. Même en CC, il y a des decks très peu chers qui demandent pas forcément d'avoir de Tunic ou de Crown of Providence et qui restent compétitifs. Donc vous pouvez très bien jouer il y a des solutions pour jouer au niveau compétitif sans investir beaucoup d'argent dans le jeu. Allez, j'espère avoir apporté quelques pistes de réponse à ces questions autour du prix et de l'accessibilité du jeu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de partager de bonnes expériences autour du jeu. Ciao!